Merci encore à tous, à toutes pour la présentation de ces communications, de vos travaux, de vos terrains extrêmement intéressants. On est sur différents chantiers, celui de la distribution, celui du secteur, celui de la santé, des coursiers et de smart, de l'économie sociale. Il y a des formes de convergence assez fortes aussi dans les expérimentations, dans les transformations organisationnelles, institutionnelles que vous nous présentez. Et aussi, j'ai trouvé, je ne sais pas si on aura le temps de discuter de ça, probablement pas, mais il nous reste quand même à peu près 10 minutes, des postures intéressantes des chercheurs par rapport à ces terrains-là, des postures particulières d'intervention, des postures critiques. Isabelle, tu en as parlé, vous en avez tous un peu parlé à différents degrés. Mais j'ouvre tout de suite la période de questions à la salle, et donc je vous laisse la parole. Je poserai des questions si je peux tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Auquel cas, je vous demanderai, c'est ça, de passer le micro. Non, non. C'est moi, je prends le large. Bonjour. Okay. La question s'adresserait à Madame Langlois, puis Madame Hudon, peut-être par la même occasion, parce que ça se situe dans un contexte, là. Le projet Satin, qui est fort intéressant, est-ce que dans le contexte qu'a décrit à Mme Hudon, donc toute la nouvelle gestion publique et tout ça, est-ce qu'il y a eu une réaction de l'employeur? Parce que là, si je comprends bien, on est sorti de la logique organisationnelle comptable, on est sorti de la logique de la nouvelle gestion publique, on sait comme c'est très restreint comme secteur, donc les soins intensifs. Oui. Alors, on a fait comme une expérimentation là qui sort du modèle traditionnel de gestion. Alors, je me demande si l'employeur a réagi, comment, et compte tenu que ce secteur-là est probablement aussi visé par des cibles de performance quelconques particulières. Oui. Voilà. Oui, l'employeur a été mis dans le coup, comme on dit. Donc, quand on a fait la deuxième partie, on a dû négocier avec les gestionnaires, justement, pour dire qu'on allait faire un projet d'intervention dans le milieu. Et on a dû avoir l'aval. Je dois vous avouer que l'employeur, ça a été très facile. Ce qui a été très, très, très difficile, c'était les médecins dans ce projet-là. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, les médecins sont des travailleurs autonomes chez nous. Alors, ils ont une autonomie, ils ont plein de pouvoir. Alors, l'engagement au sein de l'organisation n'est pas le même que l'infirmière. Moi, c'est la chose que j'ai trouvée la plus difficile parce que les infirmières sont engagées, sont salariées. Ils veulent transformer l'organisation. Alors, tandis que le médecin est concentré sur le patient. Alors, c'est de concilier ces deux logiques-là qui a été un défi comme tel. Et quand j'écoutais vos 4 principes, justement, je trouvais ça intéressant parce que le principe finalité de service à la collectivité, c'est ça qui ramenait beaucoup les gens. On est là au service de qui? Pourquoi? Alors, mais oui, très rapidement, oui, l'employeur a été mis dans le coup. Moi, j'ai une question par rapport à votre question. C'est à quelle année ça a fini, ce projet-là? En 2015. Mais c'est ça, c'est un bon point. Mais on était vraiment dans la logique. C'était déjà commencé. Là, oui. Parce que, vous savez, les soins intensifs, la statistique qui tue, puis c'est vraiment le mot, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de mort aux soins intensifs. Alors là, c'était l'incorporation du nouveau modèle de soins de fin de vie dans des soins intensifs, quand on ne veut pas avoir les soins de fin de vie aux soins intensifs pour ne pas augmenter notre statistique. Alors, la logique comptable, non, c'est fou comme ça, mais sincèrement, on en rit, mais sincèrement, c'était un enjeu majeur. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et on peut en prendre plusieurs en même temps. Oui. Oui, bonjour. Je suis Salima Kamoun, au doctorat à l'Université Laval. J'avais une question pour...
Ça ça marche n'amplifie pas, mais Ok. donc il faut pas que bien faire ça. Ma question était pour Olivier. Je te remercie beaucoup pour ta présentation. Je remercie tout le monde d'ailleurs. C'était très intéressant. Puis c'était vraiment intéressant de t'entendre un peu critiquer ce modèle un peu positif, négatif, parce que d'habitude on n'entend que du positif de la part des consultants ou des entreprises qui sont partis dans cette idée. Puis en t'écoutant, j'avais l'impression que la démarche est encore en cours de libérer Decathlon. Je ne sais pas si on achève d'ailleurs. Est-ce qu'on achève cette démarche? J'imagine que non. Puis, est-ce que dans les faits, ils sont libérés, entre guillemets, mais est-ce que leur structure noir sur blanc existe encore? Parce que j'ai l'impression que dans les faits, ils essayent de changer, mais en réalité, c'est toujours la même structure. Puis, est-ce qu'il y a un accompagnement externe de cette démarche ou c'est après de la méditation et du développement personnel qui sont lancés dans cette belle démarche de libération, liberté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais peut-être une question complémentaire à Olivier aussi. Laura, donnez la priorité à la salle. Bien sûr. Bonjour, je suis Camilla Moulay de l'Université catholique de Louvain. Alors ma question s'adresse à Olivier Gégaud. Donc merci à tous, comme le disait Salima, pour vos présentations. Alors ma question concerne tout ce qui est de cette déconstruction, le processus de déconstruction de cette tendance. Alors bien entendu, en raison de règles éthiques, d'une grande rigueur méthodologique que tu as détaillée, Olivier, je me demandais si tu étais arrivé avec une sorte, peut-être pas d'a priori, mais d'idée sur le terrain en te disant, moi je serais plus enclin à être peut-être un peu plus favorable à cette tendance ou défavorable, et est-ce que tu as vécu une sorte de remise en question éventuellement? J'aimerais vraiment savoir sur le plan personnel comment est-ce que tu as vécu cette immersion et quel a été le processus de déconstruction derrière. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle? Sinon, tu poses ta question. Et moi, je voulais te demander, Olivier, quelle était la capacité des acteurs syndicaux à s'impliquer dans ces dispositifs pour les subvertir, en faire autre chose que ce qui était fait, parce que dans la façon dont ils se présentent, ils sont particulièrement ouverts à une multiplicité d'acteurs, en tout cas tous ceux qui sont rassemblés à l'intérieur de l'entreprise. Et donc ils pourraient en faire autre chose que ce qui en est fait aujourd'hui, et s'ils s'y impliquent pas, ce que j'imagine qu'il y a le cas, pourquoi ils ne le font pas et comment ils justifient le fait de ne pas saisir cette opportunité de réaliser d'une manière ou d'une autre ce que la FGTB en Belgique appellerait le contrôle ouvrier à travers ces espaces-là, qui contiennent, certes de façon très limitée, mais qui leur permet d'avancer sur des questions sur lesquelles les espaces classiques de négociation collective ne leur permettent pas d'avancer, à savoir la façon dont le travail se réalise au quotidien. Bon, merci. Mais merci pour vos questions, c'est gentil. Donc, je vais essayer d'y répondre du mieux possible. Donc, c'est effectivement en cours. C'est en cours parce que pour eux, c'est vécu comme un processus. Comme je disais, leur objectif, c'était pas de dire on change la structure, c'était de dire on va laisser progressivement les gens la changer. Donc, en fait, moi, pendant le processus où j'étais là, les directeurs régionaux, qui était donc en gros c'était structuré avec un directeur vente, il y avait des sous-directeurs régionaux, et après il y avait les directeurs de succursales, de magasins. Et pendant que moi j'étais là, j'ai rencontré des directeurs régionaux qui étaient en train tranquillement d'abolir leur propre poste. Donc en gros, ils étaient dans l'entreprise, ils avaient fait les séminaires, machin, puis ils se disaient, ben non, moi je suis là pour être coach, puis animer, aider en fait les équipes de magasins à organiser, se préparer, etc. Et donc en fait, lui il disait, ben moi je suis en train d'abolir mon poste, puis de m'en recréer un nouveau dans l'entreprise, qui est plus comme accompagnement de cette démarche-là, voilà. Parce que lui c'était un convaincu, par exemple, de cette démarche-là de libération. Il était soutenu, disons, par ça. Ils font recours à un cabinet qui faisait du conseil en libération d'entreprise. Et donc, en fait, ils ont suivi les formations en France sur ça. Mais après, ils ont vraiment adapté la sauce à eux-mêmes. Puis maintenant, en fait, le VP RH puis le gars qui est VP Retail sont en fait maintenant eux-mêmes, ils ont lancé une filiale belge
du groupe d'accompagnement France. Donc en gros, maintenant, eux-mêmes, ils sont en mode évangélisation. Et puis c'est vraiment intéressant, cette philosophie-là d'entreprise. C'est vraiment plus une philosophie qu'un modèle en tant que tel. Parce qu'en gros, ce qui est dans le message, puis j'ai pas eu l'occasion vraiment de le définir aussi clairement parce que je voulais prendre du temps plus pour vous parler du terrain, mais c'est un message qui est anti-outil de gestion. C'est anti-commandement et anti-contrôle. Et donc, en gros, ils remettent en cause les outils de gestion classiques d'une entreprise. Et donc, voilà, en gros, progressivement, ils ont cette structure-là qu'ils attaquent à coup d'idéologie nouvelle, mais ils essaient de faire apparaître des choses spontanées, mais avec différents problèmes qui vont apparaître, comme j'expliquais, des travailleurs qui ne savent pas trop quoi en faire. Voilà, des périmètres qui existent encore dans les faits, mais qui concrètement ne veulent plus rien dire, mais qui ont encore une raison d'être, c'est-à-dire que les salaires sont encore là. Hein? Donc, en gros, on a éliminé la catégorie, mais tu es encore vendeur. Mais là, tu es rendu responsable. C'est comme si tu étais responsable du magasin, mais en même temps, tu es encore vendeur. Et ça, c'est des choses qui sont en train de changer, parce que moi, pendant que j'étais là, par exemple, j'ai suivi des discussions internes sur comment on devrait penser la rémunération. Donc là, les travailleurs t'invitaient à venir et à discuter sur tiens, comment on fait ça. Puis sur cette question-là, par exemple, les syndicats jouent un rôle. J'ai pas eu l'occasion d'aller parler avec les permanents syndicaux. Ça fait partie de ma to-do list pour la suite. Donc moi aussi, je continue à suivre les choses, puisque ce volet-là, je le trouve quand même assez intéressant. Sur le rapport des syndicats, du moins par rapport à ce type de... Comment eux-mêmes se positionnent par rapport à ça. Dans les faits, sont absents. Sont absents ou en mode... moi, j'ai vu, c'est super intéressant, il y a eu un article qui est sorti sur Le Soir qui parlait de libération d'entreprise cet été. Et la première réaction, le premier commentaire, c'était Centrale nationale des employés, qui est donc un syndicat affilié dans la Centrale des syndicats chrétiens, qui dit personne qui est parti de chez Decathlon parce qu'il y avait des problèmes avec la libération d'entreprise, que des mensonges encore, des co-leaders. Tu vois? Donc, en gros... Ce positionnement-là, je ne l'ai même pas entendu. J'ai jamais eu l'occasion de vraiment discuter même avec les permanents syndicaux sur le terrain qui avaient leurs propres problèmes. Voilà. Mais donc, c'est un truc intéressant de savoir comment en fait ils se positionnent par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que il faut comprendre aussi, je pense, les syndicats, surtout les syndicats dans le secteur du commerce. Quand Decathlon est arrivé en Belgique, Decathlon, c'est les muliers, donc pas de quartier pour eux, quoi. Et puis c'est une politique particulière aussi, c'est une façon aussi de... Là, j'extrapole, j'ai pas assez de données là-dessus, mais je crois que c'est une cible à abattre et que donc, d'un point de vue politique, ils ont des choses à imposer par rapport notamment aux revalorisations salariales, puisque ce qu'ils disaient, c'était que comme les gens qui travaillent chez Decathlon, c'est généralement des sportifs, ben, ils ont une connaissance qui fait qu'ils sont plus que des vendeurs, ils sont des vendeurs avec une connaissance technique sur le sport, donc qui devraient être valorisés un peu plus au niveau salarial. Mais donc la discussion se jouait sur la question d'avantage salarial que sur la question de l'organisation du travail lui-même. Sur la question de la déconstruction, ben, donc, moi je suis à la limite relativement sympathique à l'idée d'une forme d'autogestion, parce que je veux dire, j'aime bien l'idée d'autogestion, d'autonomie. J'aime bien ma propre liberté dans le travail. Donc, c'est quelque chose que je valorise en soi. Donc, je me reconnais en partie dans le discours puis dans la valorisation, dans ce qui est reproché, parce qu'il y a des critiques psychologiques. La critique psychologique adressée à l'organisation du travail, c'est une critique qui est adressée par l'ergonomie. C'est dire, en gros, l'organisation du travail n'est pas pensée pour les personnes qui font le travail. C'est pensé pour instrument. Hein. C'est un instrument. On met des gens au service d'une rationalité complètement extérieure à eux, puis on les aliène dans cette structure-là. Et donc, voilà, c'est sûr que d'un certain côté, j'ai comme une espèce de sympathie par rapport à l'idée, mais en même temps, il y a quand même la question de, oui, mais c'est une entreprise capitaliste, puis malgré le fait qu'ils mettent ça en place, hein, puis qu'ils ont ce discours-là, les muliers, c'est la 3-4e fortune de France. Pourquoi Decathlon est encore une entreprise dans laquelle faire du profit est comme quelque chose de pertinent? Je veux dire, c'est des gens ils ont tellement de fric qu'ils ne savent plus quoi en faire. Donc, moi, c'est intéressant. OK, d'accord, oui, on parle de libération du travail, etc. Mais la simple idée, par exemple, de dire, je sais pas, pourquoi nous, les muliers, par exemple, on considère que ce serait pas une bonne chose de se débarrasser progressivement de notre entreprise puis de la revendre à nos travailleurs pour que ça soit organisé sous une forme coopérative ou je sais pas trop. Pourquoi ça fait pas partie de la réflexion?
ben, ils aiment bien leur fric. Donc voilà, donc c'est un peu conflictuel par rapport à ça. Autant je trouve que c'est intéressant d'envisager ça comme ça, autant aussi c'est une question privée, quoi. Là, eux, ils en font un modèle comme si c'était une des grandes entreprises, mais on pense pas au fait que c'est un problème qui concerne en fait l'ensemble des personnes qui travaillent. Les gens sont confrontés quotidiennement dans ce genre de situation-là, et on laisse ça se faire aussi par la façon dont on comprend le droit de propriété, la façon de concevoir les entreprises, et le fait qu'on cantonne ça au simple droit des propriétaires, des gens qui apportent en capital à l'entreprise et non pas ceux qui travaillent. Merci Olivier et merci à vous tous. Je voudrais qu'on puisse les applaudir chaleureusement. Merci beaucoup.